Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quand est-ce qu'il ne faut pas s'exposer au froid ou quand est-ce que c'est le moment de faire une pause parce qu'on était un petit peu trop loin dans notre expérimentation. Donc voici pour le sommaire, je vais t'expliquer, je vais faire un rappel sur les contre-indications parce que maintenant tu les connais. Je vais aussi expliquer la notion de terrain en naturopathie, qu'est-ce que ça veut dire si tu en as déjà entendu parler peut-être. Je vais mentionner les refroidissements, les menstruations, également tout ce qui est troubles psychologiques, la convalescence, donc si on sort d'une maladie, si on s'est fait opérer, voilà. Je vais aussi passer en revue le burn-out, la dépression, la thématique des enfants, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à pratiquer les bains froids, etc. Et puis je vais aussi parler du syndrome et de la maladie de Raynaud et du diabète. Comme ça, je pense qu'on aura vraiment fait un tour global et complet de quand il ne faut pas s'exposer au froid. Donc les contre-indications, je les rappelle rapidement ici parce qu'on les a déjà vues ensemble. Donc, c'est vraiment les problèmes cardiaques et les problèmes vasculaires, donc c'est les problèmes de circulation, aussi au niveau des extrémités, des pieds, des mains, voilà, et tout ce qui est problème cardiaque avec un souffle au cœur, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale aussi, il faut faire attention. Aussi toutes les pathologies en lien avec les reins, c'est toujours en lien avec le cœur, hein. Donc ça, on fait aussi très attention avec ça. Tout ce qui est problème respiratoire, asthme, allergie respiratoire, voilà, faire attention. On fait très attention aussi si la pression artérielle elle est basse, parce qu'il y a un risque d'évanouissement à la sortie du bain. Donc avec les personnes qui présentent ce type de problématique, on fait vraiment très attention lors des bains froids. Je vais parler essentiellement des bains froids pendant cette vidéo, mais c'est vraiment pour tous les types d'exposition. Dès qu'il y a un peu les étoiles qui apparaissent dans les yeux, qu'il y a des vertiges, qu'il y a des sensations de ne pas se sentir à l'aise, il faut vraiment arrêter l'exercice et sortir. Et puis reprendre à boire, à manger et apporter un peu de sucre pour ce genre de personnes-là. C'est important et surtout ne pas aller s'exposer dans le froid seul. L'ostéoporose également, parce qu'on a vu que ça pouvait en fait acidifier le corps. Et donc du coup, le corps, qu'est-ce qu'il va faire s'il est acide, vu qu'il est très intelligent? Il va essayer de basifier et il le fait en allant taper dans les réserves d'os. Donc après la ménopause ou lors de la ménopause, donc les risques d'ostéoporose ils sont augmentés. Donc il faut faire attention de voir en fonction aussi de la constitution de la personne, si la constitution elle est très fine, que les os sont très fins, ben voilà, c'est aussi des indications pour nous. Pour moi, quand j'accompagne des gens, je me pose toujours cette question-là, de savoir si, voilà, si au niveau des os, tout se passe bien, ou s'il peut y avoir une fragilité, une faiblesse aussi à ce niveau-là. Les troubles psy, on va en discuter tout à l'heure, mais je parle en fait de toutes les médications aussi que certaines personnes peuvent prendre. Donc que ce soit des neuroleptiques, des antidépresseurs, des fluidifiants du sang, ça peut aussi montrer qu'il y a une problématique sanguine à quelque part, une problématique cardiaque à quelque part. Donc voilà, vraiment faire attention à la médication qu'on prend, parce qu'il peut y avoir des interactions, parce que le stress du froid c'est intense, donc il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Voilà, j'arrive à la notion de terrain. Donc nous, les naturopathes, aimons bien utiliser cette notion de terrain. On dit que le terrain est encrassé, que le terrain est faible ou fragile. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? En fait, en naturopathie, pour nous, on se dit être des grandes baignoires, plein de liquides différents. Il y a par exemple le sang, il y a la lymphe, il y a le liquide à l'intérieur des cellules, il y a le liquide à l'extérieur des cellules dans lequel les cellules baignent. Donc en fait, on est vraiment rempli de ces liquides. Et ces liquides, selon notre hygiène de vie, notre alimentation, notre stress, etc., ils vont être plus ou moins chargés en déchets, en toxicité, en toxines. Et donc, si en fait ces liquides sont très chargés en déchets, on dit que le terrain est encrassé. Et c'est un terrain qui est alors favorable pour les bactéries, pour les virus, pour tous les types de problématiques que ça peut engendrer au niveau pathologique.
Donc voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc en fait, si le terrain il est encrassé ou il y a une force dans le corps qui n'est plus aussi présente, on va venir en fait nettoyer le terrain, on va venir détoxifier l'organisme par des cures, par des jus, par plein de choses comme ça, par de l'hygiène de vie, du sport, pour retrouver en fait un équilibre. Parce que le corps, il est capable de se guérir tout seul. Il a une force d'auto-guérison. Donc, moi, mon travail en tant que naturopathe, c'est que l'organisme de la personne qui vient me voir puisse retrouver ses forces d'auto-guérison en faisant un petit peu de nettoyage. Donc, comme nous, on nettoie la maison. Euh, de temps en temps, il faut le faire chaque semaine. Voilà, bah, c'est la même chose avec le corps. De temps en temps, il faut faire un bon nettoyage pour remettre de l'air frais, pour remettre une bonne atmosphère, des liquides qui soient propres, etc. Donc ça, c'est vraiment la notion de notre terrain. Et puis, le terrain, bien sûr, il change aussi en fonction des éléments qui nous façonnent. Il y a des terrains qui vont être plus facilement acides que d'autres, par exemple. Il y a des terrains, voilà, en fait, c'est en fonction des éléments. On a des prédispositions aussi vers certaines pathologies. Donc, je vais faire un petit rappel des 4 éléments pour vous. Donc, il y a l'élément de l'eau, avec le tempérament lymphatique en naturopathie, l'élément de l'air avec le tempérament sanguin, l'élément du feu avec le tempérament bilieux, et l'élément de la terre avec le tempérament nerveux. Donc on est toujours un mélange de ces 4 éléments, comme le 4 quarts, mais il y en a toujours 2 ou 3 qui sont un peu prédominants sur les autres. Et puis qui peuvent devenir vraiment trop dominants, et donc du coup ça déséquilibre notre physiologie et notre organisme de base. Au niveau de l'énergie vitale, parce qu'on prend en considération aussi l'énergie que la personne est là en naturopathie, et ça fait aussi partie du terrain. Le terrain, en fait, ce serait vraiment tous les liquides du corps avec les toxines et l'énergie, la force vitale de la personne. Donc on prend tout ça en fait en considération. Donc il faut ça. Donc là j'ai fait un joli schéma avec des casseroles. Donc il faut savoir en fait que c'est comme si on était voilà. Ces casseroles, elles sont plus ou moins remplies d'eau. Donc ça, c'est vraiment en fait l'énergie qu'on contient, qu'on a à disposition pour voilà faire nos activités, être, etc. Et puis en dessous, il y a le feu. Donc ça, c'est en fait la manière qu'on a de brûler notre énergie. Donc par exemple, le lymphatique, lui, il a beaucoup d'eau dans sa casserole, mais il a un petit feu. C'est pas des tempéraments qui sont très actifs, qui sont très énergiques. C'est plutôt voilà un petit feu. Du coup, il y a peu de vapeur qui sort. C'est un tempérament qui est plutôt froid. Voilà, mais qui a tendance à avoir pas mal d'énergie à disposition. Il a une réserve énergétique qui est grande, mais il va l'utiliser de manière vraiment modérée. Le sanguin, donc l'élément de l'air, lui, il a beaucoup d'eau dans sa casserole, il a une bonne énergie de réserve, et puis il a aussi du feu, il a aussi pas mal de feu. Donc il va aussi émettre en mouvement, faire des activités, aller voir les amis, etc., etc. Et lui, il va faire beaucoup de vapeur. Hein. C'est des gens qui ont tendance à rougir facilement, à transpirer facilement. Voilà, donc c'est vraiment le tempérament. Il y a une époque où on disait que c'était le tempérament qui était le plus équilibré entre les deux, parce qu'il avait cette capacité de pouvoir faire beaucoup de choses en ayant un feu qui était aussi important. Donc voilà, il n'avait pas peu de risque de s'épuiser. Maintenant, dans notre société, c'est différent parce qu'il y a quand même le stress, il y a quand même toutes ces choses qui viennent se mettre en plus. Donc tout est un petit peu relatif. Ce sont des écrits qui sont vieux de 50, 60 ans en arrière. Ensuite, on a le bilieux. Donc lui, il a en fait une ressource, des ressources qui sont pas énormes. Il a de l'eau dans sa casserole, mais il en a pas autant que le sanguin ou le lymphatique. Et par contre, le bilieux, il a beaucoup de feu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce tempérament? Ce sont des gens qui en fait, ce sont des sprinteurs. C'est pas des coureurs de marathon, ce sont des sprinteurs. Donc, ils sont très forts pour donner l'impulsion, mettre beaucoup d'énergie sur un projet très fort, très rapidement, mais pas très longtemps. Et ensuite, ils ont besoin vraiment de se reposer pour reconstituer leur stock d'énergie. Et le problème, c'est que dans notre société actuelle, le repos, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu un luxe, je trouve. On se l'octroie pas suffisamment et on a tendance à raccourcir nos nuits pour travailler plus, etc., etc.
Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a plus d'eau dans la casserole, mais que le feu continue à être au maximum? Bah, au bout d'un moment, la casserole, elle va cramer. Et donc ça, c'est le tempérament qui est le plus sujet au burn-out, tout simplement. Et puis en dernier, on a le nerveux. Donc le nerveux qui a en fait pas beaucoup de réserve énergétique, il n'y a pas beaucoup d'eau dans sa casserole non plus, mais qui a aussi un tout petit feu. Donc il n'y a pas beaucoup de vapeur. C'est aussi un tempérament qui est plutôt froid. Et donc c'est vraiment avec celui-ci qu'il faudra faire le plus attention aux immersions en eau froide, parce qu'il a déjà un système qui qui a pas beaucoup de réserve, qui est souvent carencé. Le système nerveux aussi parfois est assez fragile. Donc c'est vraiment le tempérament avec lequel on va faire le plus attention quand on parle d'exposition au froid. Voilà, et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de meilleur tempérament, hein. Tout est parfait, nous sommes tous uniques avec nos mélanges personnels. La pâquerette ne prétendra jamais être un grand chêne, et c'est parfait ainsi. On a besoin de toutes les fleurs, de tous les champignons, de toutes les herbes dans la nature pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, on arrive au cœur du sujet. Donc on ne s'expose pas au froid lorsqu'on a un refroidissement, lorsqu'on a une grippe, lorsqu'on sent qu'on est en train de couver quelque chose, ou qu'on a de la fièvre. Voilà. Parfois, ça peut arriver en fait d'aller trop loin dans les expositions au froid, et du coup, c'est quand même des stress qu'on induit au corps. Et tout d'un coup, on tombe malade, ou on a un rhume, surtout au début, quand on n'arrive pas encore bien à jauger. Donc ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça m'arrivera sûrement encore, et c'est pas grave. Vraiment à ce moment-là, il faut arrêter le froid. On prend du temps pour se reposer, pour se mettre au chaud, pour faire des inhalations avec de l'eucalyptus radié par exemple. Voilà, c'est plus du tout le moment d'aller s'exposer au froid, vraiment. Donc c'est le meilleur temps d'arrêter quelques jours, de vous reposer, de vraiment retrouver votre énergie. Et une fois que l'énergie est retrouvée, à ce moment-là, on peut retourner aux expositions au froid. Les menstruations, j'en ai déjà parlé. Moi, je déconseille de se baigner les 3 premiers jours des règles parce que le corps est déjà en situation de stress par rapport à ce nettoyage qui se fait chaque cycle. Donc moi, je rajoute pas une couche avec les immersions. Par contre, je propose les douches alternées qui permettent de drainer l'inflammation et de soulager la douleur vraiment presque immédiatement. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien faire lorsque j'ai les menstruations qui arrivent, mais je ne me baigne pas entièrement dans le lac à ce moment-là. Après, bien sûr, c'est pour moi, hein, c'est quelque chose de personnel. Il y a des personnes qui vont avoir aucun souci à se baigner pendant les menstruations. Moi, simplement, dans mon ressenti personnel, c'est quelque chose que vraiment, ça joue pas. Et pour d'autres personnes, ça pose pas de problème. Donc vraiment, écoutez-vous par rapport à ça. Donc pour les troubles psychologiques, donc vraiment c'est les gens qui ont dit instables, qui présentent vraiment des troubles psy, ou qui sont sous médication, sous antidépresseurs, etc., etc. On va faire très attention avec les expositions au froid et aussi surtout avec les bains froids parce qu'on vient vraiment jouer avec la chimie du cerveau, hein. On crée de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline, etc., etc. Et si ces gens prennent des médicaments pour bloquer certaines chimies dans le cerveau au niveau des neurotransmetteurs, ça va venir faire un feu d'artifice. Donc c'est vraiment attention, c'est vraiment ces gens-là qui sont susceptibles de faire des crises de délirium, des crises euphoriques. Moi, ça m'est arrivé vraiment pendant ma semaine de stage intensive au Vétan avec Maurice Daubard, où à la fin de la semaine, une personne a dû être hospitalisée en hôpital psychiatrique parce que il avait fait une crise d'euphorie. Il allait se balader pieds nus pendant 1 heure le soir dans la neige, on le retrouvait pas. Il avait des pensées perturbées, un discours perturbé, et donc voilà, il a dû aller se faire hospitaliser parce qu'en fait, il a été complètement déséquilibré, certainement dans sa terre. Voilà, donc trop de froid, ça peut arriver aussi à déséquilibrer certains tempéraments, jusqu'à provoquer voilà ces réactions-là qui sont fortes et intenses. Donc faites vraiment très attention. Vous devez prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière cette pratique. Si vous décidez d'accompagner vous-même d'autres personnes, de vraiment prendre en considération tous les risques que ça peut avoir, et de pas mettre en danger les gens que vous accompagnez. Ça, c'est vraiment très important.
Pour les convalescences, le burn-out, les dépressions, donc j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Ah, je suis en burn-out, mais j'aimerais beaucoup faire les bains froids. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, c'est pas une bonne idée de le faire dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois à partir du diagnostic. Pourquoi? Parce que le burn-out, c'est que les surrénales au niveau des reins sont vides. Il n'y a plus de cortisol qui est sécrété par les surrénales parce qu'elles ont été épuisées. Les bains froids, c'est un stress. Donc, qui dit stress, dit sécrétion de cortisol à chaque fois, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien d'aller mettre les gens en burn-out dans le froid. Au contraire, il faut les mettre dans le chaud, impérativement. Et souvent, c'est des gens qui ont tendance déjà à être dans la suractivité, dans le dépassement de soi en permanence. Donc, attention aussi à la performance chez ces personnes, ça revient souvent. Donc, il y a vraiment tout un chemin à faire pour déconditionner ce truc de performance, de stress constant et chronique. C'est des gens qui fonctionnent à l'adrénaline en général. Donc, il va vraiment falloir aussi déconstruire tous ces schémas-là. Donc, attention vraiment si la personne est épuisée, qu'elle est en pré-burnout, qu'elle est en burn-out. Moi, je déconseille les bains froids. Par contre, après, ça peut être très intéressant, une fois que la personne elle retrouve un équilibre, de mettre en pratique ces expositions froides à petite dose pour retrouver du calme à l'intérieur, pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité, et éventuellement bifurquer sur une autre hygiène de vie où on sort de ce truc de performance. Voilà. La dépression en tant que telle, c'est vraiment une maladie qui est grave. Les gens sont suivis aussi, souvent sous antidépresseurs. On met pas les gens dans l'eau froide à ce moment-là, c'est un grand non. Ou en exposition au froid. Par contre, les états dépressifs, ce que j'appelle les états dépressifs, ça peut être les déprimes un peu saisonnières, les coups de mou, les choses comme ça, où il n'y a pas de diagnostic qui a été posé par un médecin ou par un psychiatre derrière. Alors voilà, ça c'est vraiment à voir selon les cas, au cas par cas, parce que ça peut aussi être en lien avec un état inflammatoire de l'organisme. Du coup, c'est très intéressant d'avoir le froid, qui est un grand anti-inflammatoire. Et puis, ça peut aussi redonner la joie, reconnecter au cœur, aux sensations dans le corps. Donc ça peut être vraiment très intéressant, mais de nouveau, il ne faudra pas le faire n'importe comment. Et souvent, c'est aussi des terrains qui sont plutôt terre. À nouveau, bon, en fait, les dépressions saisonnières, ça peut arriver à tout le monde, mais de nouveau, il faudra faire attention avec les tempéraments qui sont plutôt fins, qui sont dans le tempérament froid de base. Alors à nouveau, là, il faut vraiment être prudent. Et puis en cas de convalescence, donc si on a une opération, si on est, par exemple, on a eu aussi un traumatisme émotionnel de la vie, un deuil, tout ça, pour moi, c'est pas des moments où quand on est en plein dedans, c'est pas vraiment intéressant d'aller encore se stresser le corps avec de l'eau froide derrière. C'est plutôt un moment où on a besoin de réconfort, de chaleur, de douceur. Donc pour moi, c'est pas des moments qui sont vraiment opportuns à aller dans l'eau froide. Mais par contre, une fois que le gros du choc est passé, pour se reconstruire, pour activer ces processus de résilience, ça peut être intéressant. Est-ce que le froid est indiqué pour les enfants? Alors dans la littérature, moi ce que j'ai vu et revu souvent, c'est qu'en gros, avant 16 ans, c'était pas quelque chose qui était conseillé, que ce soit les immersions, les expositions au froid, etc., etc. Maintenant, il y a de toute façon les mêmes contre-indications que pour les adultes. Donc s'il y a des pathologies de naissance, etc., qui sont là, qui sont présentes, c'est un grand non. Et puis après, c'est toujours aussi l'idée de savoir est-ce que c'est une envie de l'enfant ou est-ce que c'est une envie du parent. Donc vraiment jauger ça et faire attention. Après, si c'est vraiment une envie qui vient de la part de l'enfant, qu'il a envie d'essayer, qu'il est curieux et tout ça, ben pourquoi pas. Moi, je dirais pas en dessous de 12 ans quand même, mais voilà, à juger aussi au cas par cas. Donc ensuite, le syndrome et la maladie de Raynaud, on en a un petit peu discuté ensemble, mais c'est vraiment ces extrémités qui ont tendance à devenir blanches. Donc il y a en fait deux différences entre le syndrome et la maladie de Raynaud. La maladie de Raynaud, c'est vraiment la forme qui est la plus légère. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une vasoconstriction excessive dans les vaisseaux sanguins. C'est comme un spasme en fait. Et du coup, vraiment, ça ferme l'arrivée du sang. Donc, il y a vraiment presque plus de sang, ou plus du tout pendant quelques secondes, quelques minutes, qui circulent. Et du coup, vraiment, les extrémités deviennent blanches. Et il peut y avoir aussi une sensation d'engourdissement ou une insensibilité. Après, ça passe. Ça se régule au bout de quelques minutes ou de quelques heures, selon les cas.
Maintenant, le syndrome de Raynaud, c'est une forme qui est beaucoup plus grave, mais qui est aussi plus rare. Elle est vraiment diagnostiquée par une pratique. En fait, on vient prélever un petit peu de la peau sous les ongles pour faire un diagnostic. Et souvent, ça arrive plutôt aux alentours de 40-50 ans. Et c'est en fait un signe avant-coureur de la sclérodermie. C'est une maladie auto-immune qui s'attaque à la peau. Et en fait, et aux vaisseaux. C'est une sclérose en fait de la peau et des vaisseaux. Et donc ça peut être très embêtant parce que ça peut toucher aussi des organes vitaux. Donc ça, vraiment, on va pas jouer avec ça. S'il y a un diagnostic qui a été posé de syndrome de Raynaud, les gens les mettent pas dans l'eau froide. On les expose pas au froid. Par contre, la maladie de Raynaud, qui est vraiment assez courante, c'est plutôt une recommandation parce que finalement, si on se protège tout le temps du froid, ça va empirer. Que si on apprend vraiment au corps à essayer de réagir, de se renforcer, voilà, c'est des choses qui vont pas se scléroser et le corps va pouvoir mieux réagir s'il est soumis à ce type de stress que si on met tout le temps les mains dans les gants, des vestes, etc., etc. Il sait plus comment réagir ensuite quand il est face au stress ou au froid. Et pour finir, le diabète. Le diabète, c'est vraiment une indication pour les expositions au froid. Pourquoi? Parce que le fait d'aller puiser dans les réserves énergétiques du corps, ça vient stabiliser la glycémie sanguine. Et on apprend au corps aussi à venir stimuler les graisses brunes. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, vraiment très attention, parce que les personnes diabétiques, elles ont un problème, c'est qu'elles cicatrisent pas bien. Et comme vous avez peut-être déjà remarqué, à la sortie du lac, etc., il y a souvent des cailloux, des coquillages, et la peau avec le froid devient très fine, et elle peut couper. Moi, ça m'arrive tous les hivers, je me coupe les pieds. Et du coup, il faut vraiment faire très attention avec les personnes diabétiques, mettre des chaussons, mettre des crèmes, qu'elles se vérifient bien les pieds avant et après les baignades, pour voir s'il n'y a pas des petites lésions qui ont été faites, parce que souvent, ils n'ont pas de sensation, en fait, donc elles sentent pas s'il y a eu des coupures, parce que vraiment, il faut pas laisser ça comme ça, parce que ça peut dégénérer et aller jusqu'à une amputation du membre. Donc vraiment très important de bien vérifier ça. Voilà, donc comme je le dis souvent, en fait, pour le froid, on a besoin de tomber de la falaise pour voir où est le bord. Tomber de la falaise, ça peut être rester trop longtemps dans l'eau froide et ne pas réussir à se réchauffer pendant des heures. Ça peut être tomber malade parce qu'en fait, on a fait trop d'expositions au froid répétées, ou alors on est resté aussi trop longtemps dehors, en t-shirt. Voilà, du coup, c'est vraiment important d'avoir cet équilibre. Le froid, ça doit être des stimuli qui sont ponctuels, toujours ponctuels, courts aussi, et il y a toujours un temps de repos derrière pour que le corps puisse se renforcer et se régénérer. S'il y a une de ces étapes qui est pas bien respectée, c'est probable que vous tombez malade ou qu'il y ait des petites problématiques qui apparaissent. Donc c'est pas grave, on est là pour s'exercer, pour expérimenter, et puis c'est comme ça aussi qu'on apprend. Mais j'espère que voilà que cette présentation vous sera utile et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.